Plus de 5700 lits d'hospitalisation complète fermés en France en 2020. En 2020, la première année du Covid, en pleine pandémie. Et ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Il se passe vraiment quelque chose de grave sur le front des soins en France. Nous avions, paraît-il, le meilleur système de santé au monde et il est encore très bon sur certains côtés. Et sur d'autres pans, eh bien, ça s'effondre. Pourquoi ? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Il coupe tous nos moyens, il dit ça ira bien. Attention, il y a urgence, c'est fou, ça se passe en France. Nos médecins n'en peuvent plus, c'est simple, on n'en trouve plus. Prendre soin des patients, c'est fou. La célèbre chanson des infirmières de Valence, oui, qu'elles avaient faite au début effectivement, de la pandémie. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Et nous sommes avec le professeur Mickaël Perromort, que nous sommes toujours heureux de recevoir, chef du service d'urologie de l'hôpital Cochin. Bonjour, Mickaël Perromort. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? On en parlait hors antenne. Vous disiez qu'effectivement, d'ailleurs c'est une situation qui dure depuis des années, qu'avec le Covid, il y a à un moment donné un sursaut, et évidemment tout le monde a été au front, mais que depuis septembre, ça se passe très mal. Exactement, on a tous été pris de court en rentrant de vacances parce que des services sont fermés, des blocs opératoires sont fermés, des plateaux techniques sont fermés un peu partout en France, dans le public, mais aussi dans le privé, par manque d'infirmières ou d'aides-soignants. Alors, c'est vrai qu'il y avait une tension ces dernières années qui n'a fait que s'accentuer, mais là, depuis que les plans blancs ont été levés, puisqu'il n'y a plus de pic épidémique qui retient les gens à l'hôpital, eh bien, les gens partent. Alors, nos infirmières, soit elles changent de métier, soit parfois elles s'inscrivent dans des boîtes d'intérim, dans des sociétés d'intérim, ce qui leur permet de travailler beaucoup moins pour gagner beaucoup plus, à la pige, si je puis dire. Ouais, c'est ça, il y en a beaucoup aussi qui partent en province. Et puis, il y a quelques effets d'aubaine aussi, comme par exemple les centres de vaccination. Vos auditeurs ne le savent peut-être pas, mais une infirmière qui va vacciner dans un centre de vaccination gagne jusqu'à 500 € par jour. C'est-à-dire qu'en quelques jours, eh bien, elle gagne autant qu'un mois à l'hôpital. Donc, il y a plusieurs facteurs, si vous voulez, sur une crise de fond qui existe depuis longtemps. Et là, on a des services fermés un peu partout. C'est extrêmement préoccupant parce que dans le même temps, tous les patients qui n'avaient pas pu être traités pendant les pics du Covid reviennent avec souvent des pathologies plus avancées. Oui, que ce soit cancer, que ce soit le cœur, que ce soit dialyse, etc. Et dans mon service, par exemple, nous sommes contraints en ce moment de fermer 50% de nos blocs opératoires, ce qui est absolument à Cochin, qui est quand même un gros CHU parisien et qui est en théorie, devrait être préservé de ce genre de mésaventures, eh bien, nous déprogrammons, depuis 4 semaines maintenant, 50% de nos patients, sans d'ailleurs pouvoir toujours leur donner un autre point de chute. Donc, il y a actuellement dans le paysage, un peu partout en France, des gens qui ne sont pas traités alors qu'ils devraient l'être. Mais alors, professeur, pourquoi elles partent ? Alors, cette situation, parlons aussi de la situation pré-Covid, enfin qui était déjà endémique, mais qui s'est accélérée de manière incroyable. Alors, vous donnez, évidemment, il y a des raisons pécuniaires qu'on comprend très bien, mais il y a quoi ? Il y a une espèce de ras-le-bol, de saturation. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un désamour de l'hôpital, d'une manière générale, un manque d'investissement, une forme de dégoût, en fait. Moi, je n'ai vu en 20 ans que le déclin du système hospitalier. Depuis 20 ans. Depuis une vingtaine d'années. Bon, avec des paliers, bien sûr. Mais là, les gens ont perdu le sens de leur métier. En fait, pour qu'une infirmière soit heureuse, il faudrait déjà qu'elle ait un salaire convenable. Bon, malgré les efforts récents, ça n'est pas tout à fait le cas. C'est aujourd'hui la moyenne, vous savez. Entre 1 800 € net et 2 500 selon l'avancement dans la carrière, mais malheureusement, on stagne souvent en dessous de 2000 pendant de nombreuses années. Alors qu'on connaît les difficultés du métier. C'est un métier Exactement, c'est un métier difficile. Donc, il y a l'aspect, effectivement, financier, mais pas que ça. Il faut aussi être en nombre suffisant. Malheureusement, depuis des années, on a quand même supprimé beaucoup de postes à l'hôpital. Et je voudrais faire une parenthèse, les 35 heures ont ruiné l'hôpital. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, déjà, on était à flux tendu. Et les hôpitaux étaient en déficit. Donc on nous a dit qu'on allait réduire le temps de travail des infirmières et qu'on allait embaucher. Mais on savait très bien qu'il n'y aurait pas d'embauche. Il n'y a pas eu d'embauche et la réduction du temps de travail a généré de facto une pénurie d'infirmières. Et on le paye aujourd'hui avec retard.
La troisième condition serait que les infirmières aient un sentiment d'appartenance à une équipe, ce qui était le cas il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, tous les services sont mutualisés, on a constitué des plateaux techniques communs qui sont souvent un peu déshumanisés, et les agents hospitaliers sont considérés par les directions comme des pions, c'est-à-dire qu'on les met un jour là, un autre jour dans une autre équipe, pas de proximité, en changeant, pas de familial, plus d'équipe autonome. Hein. Et puis, la dernière condition, me semble-t-il, ce serait vraiment le sens même du métier. C'est-à-dire que quand vous apprenez, vous êtes élève infirmière à l'école, on vous dit que vous allez être auprès du malade, à son chevet, à l'écouter, que vous prendrez tout le temps qu'il faut, et que vous arrivez dans un service, et que dans la vraie vie, vous n'avez qu'une infirmière pour 15 malades, vous n'avez pas le temps de vous en occuper, vous passez 3 heures par jour devant un ordinateur, avec des logiciels d'ailleurs qui ne marchent pas en général, pour des questions de procédure, de traçabilité, vous êtes totalement détourné de votre métier. C'est-à-dire, il y a en fait l'introduction de la paperasserie numérique, bien qu'au lieu que ces infirmières ou ce personnel soignant s'occupent des malades, ils s'occupent de... Exactement. Voilà. L'hôpital est devenu une usine à gaz bureaucratique. Et ça se voit à tous les échelons. Ça se voit quand il faut prendre des grandes décisions stratégiques, mais ça se voit même dans les services au chevet des malades, quand il s'agit simplement de faire une prescription. Ce qui prenait avant 30 secondes parce qu'on l'écrivait à la main, prend aujourd'hui 5 minutes parce qu'il faut aller l'écrire par voie informatique sur 3 réseaux différents. C'est devenu une gageure. Et donc, il y a un aspect quantitatif qui est celui des salaires, du temps de travail, c'est vrai, mais il y a aussi et surtout un aspect qualitatif. Les gens ne se reconnaissent plus dans ce qu'ils font. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est déshumanisation et puis plus d'identification. Voilà, exactement. Ouais, et puis le nombre, comme vous dites, etc. Exactement. Et alors, comment vous expliquez? Alors, vous le savez, et je pense que les princes qui nous gouvernent et qui nous gouvernent le savent ou ne le savent pas, ou ils sont complètement couverts par leur administration. Qu'est-ce qui se passe qui fait que, bon, vous dites ça, on sait, c'est accablant comme diagnostic et incontestable. Qu'est-ce qui fait que ça ne bouge pas et ça continue à ne pas bouger, et même ça s'aggrave? Je pense que pour que ça bouge, il faudrait revenir en arrière. Et il n'est pas dans les habitudes de nos gouvernants ou de nos décideurs de revenir tout simplement au bon sens et aux choses simples. Et donc, les gens qui nous dirigent sont sans arrêt en train d'inventer des nouvelles procédures, croyant répondre à des problèmes existants qui eux-mêmes ont été créés par d'anciennes procédures, etc. Et donc, on en rajoute à chaque fois. Au lieu de simplifier, au lieu de faire confiance... Exactement. On va inventer une commission ceci, une commission cela, pensant régler les problèmes de manière d'ailleurs de bonne foi, si vous voulez. Sauf qu'on en rajoute, on trouble encore plus le fonctionnement de l'hôpital et on éloigne les gens de leur mission première. Il faut juste revenir en arrière, faire des équipes autonomes, à taille humaine, avec des budgets dédiés, et non pas sortir, si vous voulez, il faut sortir de cette bureaucratie et de cette perte de sens. Et en fait, ce qu'il y a eu, enfin, vous le savez, on en a parlé souvent ici, il y a eu une suradministration. Quand on compare avec l'Allemagne, le personnel administratif des hôpitaux et des cliniques, je crois que c'est le plus du double de l'Allemagne. En fait, en France, je vais vous donner le cas de l'assistance publique, qui regroupe 39 hôpitaux. La PHP. La PHP, qui est un énorme mastodonte, avec bien sûr beaucoup de prestige et de talent et de compétences. Eh bien, sur les 100 000 personnes qui y travaillent, 35 000, c'est-à-dire un peu plus du tiers, ne s'occupent jamais, ni de près ni de loin, des malades. Un tiers, 35 000. Un tiers, 35 000. Alors, vous avez des agents techniques, vous avez des logisticiens, mais vous avez surtout des administratifs. C'est ça. Voilà. Alors, je n'ai rien contre les personnes, bien entendu, mais c'est le système qui a été mis en place, qui ne marche plus et qui est en train de s'effondrer sous son propre poids. Et alors, cette espèce de suradministration qu'on voit ailleurs dans d'autres domaines, c'est quoi de se dire, oui, alors on n'arrive pas à gérer ça, donc on va mettre des administrateurs, plus des administrateurs, etc. Exactement. En pensant chaque fois trouver la réponse. Mais en fait, c'est une course en avant. C'est-à-dire, plus on en rajoute, plus ça s'autonomise, et plus il faut en rajouter, puis on place des contrôles, et puis on place des strates dans tous les sens. Et en fait, on s'éloigne du cœur de métier. Le cœur de métier, c'est les soins. C'est les patients et les soignants. Et ces derniers temps, on a beaucoup mis sur l'administration, sur la gestion,
Et il en faut, bien sûr. Ah, oui, mais bien on a sûr. trop mis sur la gestion et on a oublié le cœur du métier. Est-ce que, en fait, ça ne nécessiterait pas là, je dirais, beaucoup plus qu'un Karcher, un véritable coup de balai? C'est presque, je ne dis pas une révolution, mais enfin, à un moment donné, il faut que le cœur, comme vous dites, le traitement, enfin, les médecins, la relation avec les malades reprennent le pouvoir. Oui, Ils sont en perdus. tout cas, alors. Il ne faut pas non plus retourner à l'époque des mandarins où les médecins avaient les pleins pouvoirs. Il y avait quand même des abus, il faut le reconnaître. Disons qu'il faut rééquilibrer et mettre le curseur au milieu. Les médecins et les gestionnaires doivent s'entendre pour faire des choses simples, en fait. Il faut arrêter de tout compliquer. C'est pas une révolution qu'il faut, c'est un retour en arrière. Oui, vous l'avez dit. C'est un peu conservateur comme façon de penser, mais Oui, c'est la vérité. mais L'hôpital c'est le bon allait sens. beaucoup mieux il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, comme professeur, les gestionnaires ont pris le pas sur les médecins. Bien sûr. On n'est plus écouté. On n'est plus écouté. D'ailleurs, pourquoi il y a eu cette espèce d'enthousiasme et de surmobilisation pendant les pics de l'épidémie du Covid? C'est parce que les soignants ont repris les rênes. Exact. Ils avaient repris le pouvoir à ce moment-là. Exactement. C'était eux qui... Voilà. Parce que c'est eux qui soignaient, quoi. Ouais. Pour résumer les choses, moi j'ai connu l'époque glorieuse de l'hôpital, c'était la fin, mais j'ai connu l'époque où la gestion était au service des soins. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les soins sont au service de la gestion. Et c'est vrai, et c'est extraordinaire, parce que c'est vrai dans tout le système politique, je dirais presque mondial, cette tentative de bureaucratisation totale, etc. Et juste un mot, professeur, qu'est-ce que vous pensez, vous? Quelle est votre opinion sur l'histoire des soignants non vaccinés qui ne peuvent plus venir à l'hôpital? Parce qu'il y a eu ça aussi. Je pense que l'obligation vaccinale pour les soignants est une fausse bonne idée. Bien évidemment, le grand public qui est très favorable, on ne peut pas accepter que certains soignants ne soient pas vaccinés. Oui. Mais c'est une fausse bonne idée pour deux raisons. D'abord, ça n'est absolument pas efficace. Les contaminations au Covid à l'hôpital ne provenaient pas des soignants, mais des malades. Aujourd'hui, les malades sont filtrés, ils ont tous un pass sanitaire. Donc, le risque est nul et ça n'améliorera pas du tout la situation. Mais aussi, c'est contre-productif. Puisque ça fait, même si le chiffre est faible, vous avez 1, 2, 3, 4% de soignants qui ont été suspendus récemment. On est tellement à l'os à l'hôpital que ça ne fait qu'aggraver. Dans notre service en urologie à Cochin, on a perdu une infirmière de jour, et c'était très précieux, sur les 10 ou 12 qui sont en poste, plus une aide-soignante de nuit. Ça nous a encore plus déshabillés. Donc c'est une fausse bonne idée. Peut-être un jour, il aurait fallu mettre en place cette obligation chez les soignants, mais dans 6 mois ou dans 1 an. Pas aujourd'hui, au cœur de la crise. Et puis n'oublions pas qu'au début, en mars, on était bien content d'avoir les soignants. On leur disait, même si vous êtes cas contact, venez. En plus. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous pour ces éclaircissements. Merci André. J'ai trouvé le chiffre du technico-administratif en Allemagne, c'est 24%, donc 11 points de moins qu'en France. Et évidemment, je rappelle votre livre que vous avez écrit récemment, il y a 6 mois de mémoire, Hôpital, ce qu'on ne vous a jamais dit. C'est aux éditions Albert Michel et ça complète cette interview que vous pouvez retrouver sur YouTube.